Derrière les musées, archives, bibliothèques, champs de fouilles, monuments historiques, nous vous emmenons dans les coulisses du métier comme vous l'avez probablement rarement entendu. Bienvenue dans le podcast Art à Cœur, un podcast créé par les professionnels qui sauvegardent la culture. Chaque épisode donne la parole à un ou une conservatrice restauratrice qui nous partage sa vision du métier. Cette saison, je serai accompagnée de professionnels qui travaillent spécifiquement pour les collections publiques. On prend la place. Je m'appelle Siggy, ma spécialité c'est le support papier et je tiens une chaîne YouTube sur l'histoire de l'art et du patrimoine. Mais dans le podcast Art à Cœur, je lâche le micro dans les réserves. Sur ce, bonne écoute. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le dernier épisode de la saison. Et oui, déjà, 11 épisodes en 3 mois. Et pour clôturer cette saison, je vous propose de découvrir à nouveau un métier allié à la conservation-restauration. Et je vous laisse un indice, car ce dernier aura pour fil rouge le thème de la prochaine saison. Car oui, face à vos retours enthousiastes, j'ai décidé de reprendre l'enregistrement d'épisodes pour une prochaine saison, probablement en 2025. À ce propos, je vous indique que j'ai inclus un lien en commentaire vers un formulaire Google. Vous pouvez aussi le retrouver sur tous les réseaux sociaux si jamais vous écoutez le podcast depuis une plateforme autre que YouTube. Et dans ce formulaire, vous pouvez me faire part de tous vos retours, critiques constructives, remarques, envies, des invités que vous aimeriez entendre dans le podcast ou un sujet que vous aimeriez vous-même proposer pour un épisode. Mais je reviendrai là-dessus dans les semaines qui viennent, notamment pour vous remercier pour cette saison et vous annoncer quelques surprises, notamment l'annonce du thème de la prochaine saison que je vous laisse donc deviner en commentaire. Sans plus attendre, nous retrouvons Marie Courcelot, présidente du Bouclier Bleu et chargée de mission en conservation préventive pour le C2RMF. Bonjour Marie. Bonjour Ségolène. Merci d'être là, ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu travailles, pour qui, où finalement, et puis ensuite, qu'est-ce que c'est le Bouclier Bleu ? Alors j'ai 2 casquettes, ma casquette professionnelle où je travaille au C2RMF. Le C2RMF c'est le Centre de recherche et de restauration des musées de France et je travaille plus particulièrement au département de la conservation préventive. Et nous sommes chargés, dans l'équipe avec laquelle je travaille, de répondre à toutes les questions que nous posent les 1220 musées de France. Alors évidemment, ils ne nous posent pas des questions tous en même temps, mais on a un devoir de service public et de réponse à nos collègues sur toutes les questions qui sont en lien avec la conservation préventive. Donc ça, c'est mes occupations quotidiennes professionnelles. Et d'un autre côté, je suis donc présidente du Bouclier Bleu France depuis 2022, donc c'est un mandat assez récent pour 3 ans, donc qui s'achèvera en 2025. Et le Bouclier Bleu France, c'est une association de loi 1901 qui est reconnue d'intérêt général et qui œuvre à la protection du patrimoine culturel en temps de crise. Ça existe depuis quand du coup ? Ça existe depuis 2001, le comité national français existe depuis 2001, il s'appelle aujourd'hui le Bouclier Bleu France. Avant, c'était le Comité français du Bouclier Bleu et il tire son origine d'une organisation internationale qui est le Blue Shield International, le BSI. D'accord, donc la traduction littérale de Bouclier Bleu. C'est exactement. Et ça existe depuis longtemps justement, cette action, cet organisme ? Alors ça existe depuis 1996 et l'histoire remonte encore avant, c'est-à-dire qu'il faut remonter après la Seconde Guerre mondiale. Donc face à l'ensemble des destructions sur le territoire européen et ailleurs, l'ensemble des États en 1947 vont constituer l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et l'UNESCO. Et dans le cadre de la création de l'UNESCO, va être rédigée la Convention de La Haye en 1954, qui est le seul traité multilatéral qui traite de la protection du patrimoine en temps de conflit armé. Et donc, dans cette convention,
on va avoir un emblème qui est décrit comme étant un écusson bleu écartelé, qui est l'emblème du bouclier bleu, mais qui ne représente pas l'entité, l'organisation du bouclier bleu. C'est simplement un écusson, un repère visuel qui est apposé sur les monuments qui nécessitent d'être protégés en temps de guerre. Et peut-être que si tu t'es promené à Varsovie, ou si tu as vu le mur de Berlin ou d'autres monuments nationaux, dans certains pays, on va retrouver, en Belgique aussi, ces écussons du bouclier bleu qui sont apposés sur les monuments et qui donc permettent une protection. Incroyable, je n'étais pas du tout au courant de cette histoire d'écusson. En France, on n'en a pas gardé. Non, alors en France, ce travail n'a jamais été fait. D'autres pays européens l'ont réalisé, mais c'est pas le cas de la France aujourd'hui. Pourtant, à l'époque déjà, donc, ça concernait également la France, toute cette organisation. Tout à fait, la France a ratifié la convention, de même que plusieurs centaines d'États qui avaient ratifié le premier protocole. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins qui ont ratifié le second, mais la France en fait encore partie. Donc ça, c'est le protocole de 99. Mais cette convention, elle sert a priori à protéger le patrimoine en temps de guerre. Ça veut dire que le patrimoine qui a été listé bénéficie d'une protection particulière et qu'en temps de guerre, s'il y a des destructions volontaires qui sont faites du patrimoine, on a l'attaquant a une responsabilité pénale au tribunal de l'Haye, au tribunal international de l'Haye. Donc ça, même si ça n'empêche pas les destructions, ça permet quand même de donner une responsabilité aux États et aux personnes, en fait, aux personnes physiques qui attaquent délibérément le patrimoine culturel. Dans le droit international, c'est le seul traité qui ne traite exclusivement que de la protection du patrimoine dans ce cadre-là. Malgré tout, la Convention, elle n'empêche pas les destructions. Et très récemment, avec le conflit et la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on peut à nouveau l'observer. Et le bouclier bleu est né en fait de ce constat, du fait que la Convention existe, les outils juridiques existent et continuent à se peaufiner, si je puis dire, mais n'empêchent pas sur le terrain à la guerre d'être la guerre. Et donc en 1996, à nouveau un autre conflit en Europe, après celui de la Seconde Guerre mondiale, nouveau conflit dans les années 90, celui de la guerre en ex-Yougoslavie, et à la fin de la guerre, en 1996, les grandes organisations de protection du patrimoine, entre autres, de professionnels du patrimoine, l'ICOM pour les musées, l'ICOMOS pour les monuments et sites, l'ICA pour les archives et l'IFLA pour les bibliothèques, décident de créer un organisme, une organisation qui soit spécifiquement dédiée à la promotion de la Convention de l'Haye et à la protection du patrimoine en temps de crise. Et c'est comme ça qu'est né en 1996 le bouclier bleu international. Donc le bouclier bleu, c'est vraiment à l'origine quelque chose qui est lié à la crise, à la guerre, etc. Exactement. Contrairement à l'ICOM, l'IFLA, qui sont quand même nés, il me semble, après la Seconde Guerre mondiale aussi, mais qui ont peut-être élargi du coup leur rôle, non ? Alors le bouclier bleu se dédie spécifiquement à la protection du patrimoine en temps de crise. Au début, sur la protection dans le cadre du conflit armé, c'est vraiment la raison d'être du bouclier bleu France et du bouclier bleu international d'abord. Et pour le bouclier bleu France, évidemment, cette question a été élargie sur l'ensemble des autres risques. La différence entre les actions du bouclier bleu et celles des autres grandes organisations, ce sont des organisations de professionnels sur un domaine spécifique. Donc, dans les musées, on va retrouver l'ensemble des représentants et des corporations qui travaillent sur les musées. Pour les monuments et les sites aussi, pour les bibliothèques aussi, etc. Le bouclier bleu a cet avantage de pouvoir fédérer l'ensemble de ces représentants patrimoniaux. Et bien plus largement aujourd'hui, dans les membres du bouclier bleu France, on va compter des pompiers, des ingénieurs, tout autre type de profils qui ne sont pas que des profils issus du monde de la culture. Moi, j'ai cette vision en tant que praticienne du bouclier bleu qui va gérer plutôt des crises liées aux catastrophes naturelles. Alors, effectivement, pour la France, l'action du bouclier bleu est adaptée, on va dire, au contexte environnemental. Donc, les actions du bouclier bleu sont des actions qui sont liées à ce contexte environnemental. Donc, il va y avoir effectivement des actions à la fois de sensibilisation et de prévention du risque. Donc, ça, c'est vraiment le volet information. Le but, c'est de pouvoir informer à la fois les professionnels qui, aujourd'hui, sont quand même bien sensibilisés, mais aussi les élus, à prendre en compte le patrimoine dans les plans communaux de sauvegarde, par exemple. Vraiment de promouvoir le patrimoine au cœur
de tout ce qui va être résilience, etc. Donc ça, c'est vraiment le volet d'actions qui sont liées à l'information informée. Après, il y a un volet de formation. Donc là, pour former les collègues sur, par exemple, la planification à travers les plans de sauvegarde, la prévention des risques et aussi tout ce qui va leur permettre d'être en capacité d'agir, donc la manipulation d'objets sinistrés, etc. Ce volet formation, il est à la fois pour des membres du bouclier bleu, à travers aussi la réalisation d'exercices auxquels les membres participent. Donc c'est un moyen de se former et de comprendre ce que c'est une intervention de pompiers, savoir se coordonner avec eux. Donc ça, c'est là pour la formation des membres, des adhérents. Et puis après, il va y avoir la formation des personnes extérieures qui nous sollicitent pour bénéficier de l'expertise du bouclier bleu. Le troisième volet d'action, c'est l'échange. Donc c'est de travailler en partenariat avec d'autres structures, le ministère de la Transition écologique par exemple pour ce qui relève du risque inondation. Donc on participe aux commissions mixtes inondation. C'est là que sont décidées les subventions qui sont données aux communes pour faire des plans de protection inondation dans lesquels le patrimoine doit être pris en compte. Donc ça, c'est des choses qui émergent aussi petit à petit. Et le bouclier bleu se glisse dans tous les lieux dans lesquels le patrimoine peut avoir un intérêt et un enjeu à l'échelle territoriale. Donc ça, avec le ministère de l'écologie et les DREAL au niveau local, pour ce qui va être des commissions mixtes inondation. Et puis ensuite, avec le ministère de l'Intérieur pour le programme européen Proculteur, le ministère de la Culture sur d'autres sujets, etc. Et échanger aussi avec les services de secours. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'arriver à faciliter la prise en compte du patrimoine sur des domaines qui sont complètement connexes en fait, mais où c'est absolument capital d'arriver à travailler ensemble sur ce sujet. Et puis aussi de nous nourrir d'une culture qui n'est pas forcément la nôtre, à la fois de la culture du risque des services de secours, des connaissances de nos collègues du ministère de la Transition écologique, etc. Ça, c'est le troisième socle, qui est celui de l'échange. Se nourrir des pratiques mutuelles et les faire ensuite rayonner et disperser sur l'ensemble à la fois des membres et des interlocuteurs. Et le troisième volet, c'est le volet d'intervention, le quatrième volet. C'est-à-dire qu'une fois que, si malheureusement en amont toutes les barrières ont été submergées, si on prend la métaphore de l'eau, on va arriver donc à une situation de sinistre. Et donc le bouclier bleu peut être appelé par deux canaux possibles, soit la demande d'un établissement sinistré qui va avoir besoin soit de conseils, soit de renforts sur place, soit la demande de l'État à travers le dispositif Orsec. Depuis le 2 juin 2023, le bouclier bleu bénéficie d'un agrément de sécurité civile qui permet du coup d'être appelé par la préfecture pour venir intervenir aux côtés des services de secours. Ça, c'est vraiment, pour moi, en tant que présidente du Bouclier Bleu France, l'axe principal qui est développé aujourd'hui sur le mandat qui est le mien. Ça doit être une sacrée victoire parce que ça paraît évident finalement qu'on aurait dû être sollicité immédiatement en cas de crise. Est-ce que par hasard ça n'aurait pas à voir avec certains événements récents ? Alors oui, on va dire qu'aujourd'hui on a un alignement des planètes qui nous est tout à fait favorable. Grâce à leur engagement, à l'engagement de l'ensemble des services de l'État, de la mairie de Paris, des personnels de Notre-Dame, le pire a été évité. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux, qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Mais ce travail de constitution d'une réserve existe depuis longtemps. Il avait été développé par mon prédécesseur Christophe Jacobs, qui avait réalisé toutes les bases de ce travail, qui est l'organisation de la réponse à l'urgence, qui en avait conçu l'architecture. Jocelyne Deschaux a développé tous les autres volets de formation. Et moi, je bénéficie d'un énorme travail qui a été fait pour arriver
à cette victoire, effectivement, on peut le considérer comme tel, mais qui n'aurait pas pu se faire sans tout le travail qui avait été fait en amont par mes prédécesseurs. Effectivement, là où peut-être mes collègues avaient du mal à se faire entendre parce que la protection du patrimoine pouvait sembler anecdotique, aujourd'hui, elle est au cœur de toutes les réflexions, quelles qu'elles soient, que ce soit dans une dimension environnementale, où le bouclier bleu est pris en compte, dans une démarche de sécurité intérieure, de sécurité civile, où le patrimoine est pris en compte par les pompiers aujourd'hui, et puis évidemment au sein du ministère de la Culture. En France, mais aussi à l'étranger, cette question est devenue au cœur de nombreuses préoccupations. Stress aussi que comme une représentation de l'identité nationale, à un moment où, dans des problématiques géopolitiques, le sujet du patrimoine revient aussi en avant de la scène. Très fort, ouais. Parce qu'on a eu peut-être les conflits avec la Syrie qui ont beaucoup détruit, mais qui paraissent presque trop loin. Alors là, on a bien senti le coup. Alors pour Notre-Dame, on est vraiment sur un événement tout à fait exceptionnel qui arrive en plein centre de Paris. La mobilisation, elle est totale et immédiate, c'est-à-dire que l'ensemble des services se sont mobilisés tout de suite et le bouclier bleu n'a pas eu besoin d'être sollicité. Il y a eu un déploiement important à la fois de bras, d'argent, etc. Nous, on intervient plutôt dans des établissements où, au contraire, on n'a pas l'établissement n'est pas forcément connu. Il n'y a pas nécessairement de personnel à l'intérieur. On va avoir du mal à rassembler des gens pour venir aider sur ce type de patrimoine. Nous, c'est plutôt notre credo, en fait, ça va être plutôt de travailler avec des petits établissements qui vont pas bénéficier d'expertise ou du contrôle scientifique et technique de l'État. On vient combler un petit trou dans la raquette à ce niveau-là. Et évidemment renforcer si c'était nécessaire, si ça avait été nécessaire, si les secours avaient eu besoin de notre aide. Alors en 2019, on ne bénéficiait pas encore de cet agrément. Aujourd'hui, c'est le cas, mais on aurait pu intervenir à leur demande. En tout cas, on ne peut pas intervenir si on voit de la fumée, on n'y va pas. On attend qu'on nous sollicite pour y aller. Mais c'est pas forcément vous qui prenez en charge ce type de rédaction de plans d'urgence. Alors la rédaction des plans d'urgence, elle est la responsabilité des établissements. Donc chaque établissement est responsable de la rédaction de son plan de sauvegarde. S'ils ont besoin de conseils, on peut les aider au même titre que le C2RMF ou d'autres services du ministère de la Culture, comme le service interministériel des archives de France pour les archives ou le service du livre et la lecture pour les bibliothèques. Donc on va dire que chacun a son référent, chaque établissement public a son référent. Les ateliers de restauration qui peuvent aussi souhaiter établir un plan de sauvegarde peuvent demander conseil à la fois au C2RMF et au bouclier bleu. Et le bouclier bleu fait partie aussi des accompagnateurs pour la rédaction de ces plans de sauvegarde. On va avoir des formations. Donc des formations, on en donne entre une dizaine et une vingtaine par an sur des sujets qui sont effectivement la sensibilisation aux risques, l'analyse des risques, la rédaction de plans de sauvegarde, les premiers gestes de sauvetage. Donc ça recouvre vraiment l'activité, le cœur d'activité du bouclier bleu. Et puis après, sur des exemples concrets d'intervention, on en a eu un très récemment, avec un incendie à l'église d'Ax-les-Thermes, qui a permis de montrer l'intérêt de cette collaboration entre les services de secours et du bouclier bleu. Le SDIS, donc le SDIS, ça veut dire Service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, donc le 09, le SDIS 09, a été appelé pour un feu dans l'église d'Ax-les-Thermes, et dans le cadre de la convention qui avait été signée avec nous, a immédiatement appelé le bouclier bleu qui a intervenu, et on a pu comme ça travailler sur les deux volets, à la fois les pompiers pour la maîtrise et l'évacuation des collections, enfin la mise à l'abri des collections, et le bouclier bleu ensuite avec l'accord de la mairie sur la mise en protection et le sauvetage des collections. Donc voilà, ça c'était un exemple très récent. C'était au mois de mai, si je ne m'abuse, mai ou juin, au début, c'était mai 2023. Et puis après, il y a des actions beaucoup plus importantes à l'international, par exemple à Cologne en 2009, après l'effondrement des archives, où on a eu une grosse intervention qui a été conduite avec aussi d'autres volontaires qui venaient d'un peu partout en Europe. En Haïti, l'année suivante, après le tremblement de terre. Enfin voilà, donc ça peut être vraiment dans des dimensions très diverses.
En fait, ça dépend complètement de la demande et du besoin. Par exemple, la dernière action internationale pour le mandat qui est le mien, ça a été l'envoi de matériel en Ukraine avec l'ICOM et on a envoyé 75 tonnes de matériel en Ukraine en 2022. Il y a des échelles vraiment diverses. On peut passer de la petite église où on va simplement avoir besoin de bras pour évacuer, passer le coup de balai pour enlever la boue, par exemple, à de l'expertise plus fine, par exemple sur de l'évaluation post-sinistre, sur de la planification, à de la logistique, de l'acheminement de matériel, enfin voilà. Donc c'est vraiment le gros avantage de notre association, c'est que comme on a quand même des profils patrimoniaux, on connaît bien le terrain et qu'on est quand même une association de terrain. Donc on va avoir cette sensibilité, cette capacité à se mettre en réseau très rapidement, là où ça serait peut-être plus compliqué dans un cadre institutionnel en fait. Dans ce cratère béant, c'est toute une page d'histoire de la ville qui est partie en poussière. Les archives de Cologne abritaient plus de 65 000 documents, les premiers datent de l'an 922. Les historiens pleurent aussi des documents ayant appartenu à des personnalités, comme le compositeur Jacques Offenbach. Les premiers craquements ont été entendus par les employés hier, peu avant 14 heures. L'alerte rapidement donnée a permis d'éviter le pire. Il y a eu comme un tremblement de terre. J'étais debout et j'ai regardé à l'extérieur. J'ai vu un immense nuage de poussière. Il venait de la droite de la rue Séverin. Et puis il y a eu une immense panique. Les gens hurlaient et fuyaient. Alors là, pour le coup, c'est une catastrophe d'origine anthropique, donc ça veut dire qu'il est lié à l'activité humaine. Les archives de Cologne ont subi un effondrement qui était lié aux travaux qui se faisaient dans le métro en sous-sol. Donc heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais ça c'est grâce à un des agents des archives qui, en rentrant dans le bâtiment, a vu des fissures qui n'existaient pas la veille et qui donc du coup a fait évacuer tout le personnel. Parmi le personnel, il n'y a pas eu de victimes. Et quelques minutes après, les archives se sont complètement effondrées. Donc c'était en 2009, on est quasiment pas 2 décennies après, mais si je compte bien, ça doit faire 15 ans, à peu près 15 ans après. Les archives sont toujours en cours de restauration. C'est suite à ce sinistre qu'en Allemagne, il y a les plus grands ateliers de restauration d'art graphique. Comme tout sinistre, en fait, il y a aussi des avancées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle plus de retour à la normale après un sinistre, parce que la normale, déjà le retour à un temps qui a existé n'est plus possible. Et puis, on peut pas considérer que ce soit normal, parce que ces structures protéiformes ont été complètement modifiées, et donc on parle plutôt de phase de rétablissement, et on réinvente les musées, on réinvente les archives après le sinistre. Et dans le cadre de Cologne, c'est complètement le cas. Hein. Il y a un nouveau bâtiment qui a été inauguré il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans. Et puis le Land de Cologne, c'est aussi équipé d'un laboratoire mobile qui peut être déployé et qui a fait ses preuves et qui a été déployé sur d'autres, dans le cadre d'inondations, donc d'autres sinistres, mais qui permet de faire travailler environ une 30aine de personnes dans une zone sinistrée pour faire de la protection. Après chaque sinistre, il y a une transformation en profondeur de l'établissement, et pour les musées, ça donne lieu souvent à la rédaction d'un nouveau projet scientifique et culturel. Donc ça veut dire qu'on repense même le musée en lui-même, de fond en comble. Oui, c'est de penser au changement de loi qui arrive souvent justement après un temps de crise ou autre. Et donc par exemple, ce kit ambulant pour 30 personnes, c'est des choses qui vont être mises en place, conseillées par le bouclier bleu. Alors nous, on rêverait de pouvoir le faire, que ce soit en partenariat avec le ministère de la Culture ou le ministère de l'Intérieur. L'idée étant de pouvoir disposer de ces conteneurs mobiles, de ces laboratoires mobiles à différents endroits stratégiques pour pouvoir les utiliser le plus rapidement possible. Le gros problème, c'est que ça coûte quand même très cher. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros pour arriver à des centaines de milliers d'euros. Donc, c'est évidemment pas le bouclier bleu qui pourra le porter financièrement. Ça nécessitera soit d'être subventionné, soit d'être mécéné. En tout cas, c'est un projet qu'on aimerait pouvoir développer dans un futur proche.
Maintenant qu'on bénéficie de cet agrément, il faut pouvoir aussi disposer du matériel, en tout cas mettre à disposition du matériel. Aujourd'hui, en France, il y a d'énormes progrès qui ont été faits en quelques années. On est passé de l'âge de pierre au XXIe siècle. Les SDIS se sont dotés de berces patrimoniales. Alors les berces, c'est des espèces de petits conteneurs qui sont tractés par les camions de pompiers et dans lesquels les pompiers vont trouver le matériel, disposer du matériel pour l'évacuation et le sauvetage, la mise à l'abri, la mise en protection des biens culturels qu'ils auront à leur charge au moment du sinistre, dans lequel, pendant un incendie, les personnels de l'établissement ne pourront pas y accéder, ne pourront pas aller sauver les collections. C'est vraiment les pompiers qui vont s'en charger. Et donc, pour pouvoir mener à bien cette tâche, ils ont du matériel. Et les établissements sont censés aussi mettre à disposition des pompiers du matériel complémentaire. Donc ça, c'est la berce patrimoine. Et l'idée, c'est de disposer aussi de conteneurs qui pourront être tractés par des camions de pompiers pour pouvoir être acheminés à n'importe quel moment dans des zones sinistrées. Et c'est aussi l'idée de continuer le sillon qui a été tracé par nos collègues suisses, qui, eux, bénéficient d'une loi, ce qui manque en France, qui s'appelle la PBC, la loi de protection des biens culturels, et qui a permis de doter les cantons de ces berces, qui sont à la fois des berces utilisées par les pompiers pour les opérations que je viens de citer. En France, ils sont autonomes sur ce sujet avec leurs propres berces. Mais en Suisse, ces berces-là donc sont utilisées à la fois par les pompiers, la protection civile et les personnes formées dans le domaine patrimonial pour la gestion de sinistres. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver aussi à s'insérer dans ce sillon qui a été tracé par nos collègues suisses et qui est quand même exemplaire en Europe. Comment ça se passe donc quand les pompiers arrivent sur le terrain? Potentiellement, ils ont cette berce à disposition, pas toujours, j'imagine. Je sais pas combien il y en a au rang national. Et donc comment ça se passe? C'est la préfecture qui va appeler en fait le bouclier bleu. Les SDIS ne disposent pas tous aujourd'hui de berce. Les moyens des SDIS sont très hétérogènes selon le territoire dans lequel ils se trouvent. C'est pas géré au niveau national, c'est géré vraiment au niveau départemental. Donc c'est le conseil départemental qui va doter les SDIS et en fonction aussi des enjeux sur le territoire. Par exemple, le SDIS de l'Oise, dans lequel on a quand même beaucoup de monuments historiques, est mieux doté que le SDIS de la Drôme. Je veux pas être voilà, mais en termes d'enjeux culturels sur le terrain, évidemment là où on aura le plus d'enjeux, les moyens seront plus importants aussi pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc les SDIS ne sont pas tous aujourd'hui dotés de ces berces. Parfois, quand ils n'en ont pas, ils ont ce qu'on appelle des lots. Donc c'est des caisses en fait de matériel. Donc c'est beaucoup moins dimensionnant, mais ça a aussi le mérite d'exister. Et puis il faut rappeler que les établissements doivent aussi avoir du matériel qui doit être mis à disposition des pompiers. Donc en fait, ça ne peut fonctionner que si tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que si les établissements mettent à disposition aussi des pompiers le matériel qui pourrait leur être utile. Donc voilà, ça c'est important de le rappeler. Pas de berce partout. Et puis ensuite, quand on est sur un sinistre incendie, l'établissement fait évacuer le personnel et les visiteurs. Et puis ensuite appelle le 18. Donc là, les pompiers arrivent, c'est eux qui ont le commandement et c'est eux qui gèrent les opérations. Donc s'il y a besoin du bouclier bleu, on peut être contacté par le biais de ces conventions avec les pompiers. Et sinon, le dispositif Orsec, c'est encore autre chose. C'est vraiment quand on est sur des catastrophes à l'échelle territoriale. Donc là, on pourrait imaginer plutôt des inondations qui affectent le territoire très largement et pour lesquelles on serait sur des moyens dépassés. Donc là, on viendrait renforcer les équipes pompiers pour de la protection de patrimoine. Voilà, c'est un peu sur ces dimensions, voilà, et sur ce modus operandi que le bouclier bleu intervient. Donc c'est plutôt les pompiers finalement qui vont être en lien avec vous directement et faire appel à vous. Bah dans ce cadre-là, oui, si c'est dans le cadre de l'incendie, et sinon pour tout autre type de sinistre dans lequel les pompiers n'interviendraient pas, parce que ça peut aussi être le cas, et que un établissement souhaiterait bénéficier à la fois du conseil ou de l'intervention si c'est justifié du bouclier bleu, ils peuvent directement nous contacter sur l'adresse d'urgence ou le numéro d'urgence du bouclier bleu. Et donc en fait, ça va être les volontaires du bouclier bleu qui sont dans la région, qui viennent du coup chacun par leur propre moyen de locomotion.
Alors c'est un peu plus compliqué parce que malheureusement le Bouclier Bleu France est pour le moment une petite association de 350 personnes. Donc d'année en année, l'association grossit et puis on espère qu'avec cet agrément, on va donner envie aux gens d'adhérer parce que le but, c'est d'avoir une réserve opérationnelle, donc des réservistes du Bouclier Bleu qui seront amenés à intervenir. Aujourd'hui, cette réserve, elle se concentre sur l'existant. On a une quinzaine de personnes qui sont formées, en capacité de se mobiliser et de partir n'importe où qui sont projetables sur le territoire. L'agrément, il n'a pas été donné à l'échelle des sections locales. C'est-à-dire que, par exemple, la section Aquitaine ne bénéficie pas de l'agrément et c'est pas forcément les membres de la section Aquitaine qui interviendraient au musée des Beaux-Arts de Bordeaux par exemple. C'est vraiment les gens qui sont dans cette réserve, qui là aujourd'hui sont dispatchés un peu partout, qui seraient mobilisés pour intervenir. D'accord, donc ces personnes formées en fait vont guider d'autres personnes ensuite sur place ? Exactement, donc l'idée c'est soit la mission elle peut avoir plusieurs volets. Ça peut être une mission d'évaluation et de conseil. Donc dans ce cas, il y a besoin simplement d'une personne qui vient et qui est en contact avec le directeur ou les directrices du musée. Et puis sinon, s'il y a besoin de bras supplémentaires, c'est une équipe qui part et effectivement avec des niveaux de cadres intermédiaires. Donc on va avoir les responsables opérationnels, on va avoir les éclaireurs et puis après on va avoir les réservistes. Voilà, donc c'est comme ça que... L'air est assez génial, c'est très parlant. Quel profil on trouve finalement parmi les volontaires et qui peut entrer au Bouclier Bleu ? Alors, qui peut rentrer au Bouclier Bleu ? Tout le monde. Aujourd'hui, c'est vraiment ouvert à tout le monde. À la création du Bouclier Bleu, c'était vraiment plutôt réservé à des profils patrimoine. Mais aujourd'hui, on l'ouvre à toutes les personnes qui sont sensibles et qui ont envie de participer à la protection du patrimoine. Donc vraiment, tous les profils sont bienvenus. On a quand même une très forte majorité de patrimoniaux. Dans une moindre mesure, des profils de pompiers, avec une corde sensible à... Exactement, sur la partie secours, etc. Enfin voilà, avec une compétence secours et qui ont la fibre patrimoine. Et puis après, des architectes, des ingénieurs, enfin vraiment tout type de... Qui ont peut-être les compétences à apporter et qui se disent tiens... Exactement, avec des compétences techniques. Parmi les volontaires, par contre de la réserve, donc les réservistes, on n'est que sur des profils patrimoniaux et secours. Pour le coup, là, vraiment, on est sur avec de l'expertise sur la gestion de crise. Métier de type... Alors, conservateur, régisseur, conservateur-restaurateur, archéologue, archiviste. Et assez varié. Voilà. Voilà, très varié. Des métiers du patrimoine. Exactement. Mais ça, c'est vraiment une fierté du Bouclier Bleu aussi, c'est de pouvoir réunir des métiers, des professions issus de tout le domaine patrimonial. D'accord. Et puis après, dans les volontaires, ça peut être vraiment les passionnés. Exactement. Mais qui seront ensuite formés. Vraiment, pour pouvoir intégrer la réserve, enfin, pour pouvoir dire je suis réserviste du Bouclier Bleu, il faudra passer par les formations de réservistes. Donc c'est bien cette quinzaine de personnes qui va douer à peut-être s'agrandir. Exactement. Donc aujourd'hui, on a 15 personnes formées. Et en 2024, on ouvrira la réserve à une trentaine de personnes supplémentaires qui donc seront formées pendant une semaine et puis qui pourront ensuite dire je suis réserviste du Bouclier Bleu. C'est intéressant d'avoir justement cette durée qu'on voit un petit peu combien de temps dure la formation. Je suis sûre que ça va intéresser des personnes parmi les auditeurs. Je l'espère et on compte sur vous pour adhérer au Bouclier Bleu et rentrer dans les équipes, faire partie des équipiers. Alors je suis tombée dans la marmite quand j'étais toute petite si je puis dire, par deux canaux qui... Alors, n'ont à la fois rien à voir l'un avec l'autre, mais qui finalement, vous allez comprendre, sont assez proches. En 2001, j'étais étudiante à Toulouse et pour certains, Toulousains probablement auditeurs, peut-être pour les autres c'est déjà de l'histoire ancienne, mais la date de 2001 va parler aux Toulousains. L'explosion de l'usine AZF crée énormément de dégâts et comme d'autres personnes, je la vis de plein fouet. Il est 10h30, soit 3 à 4 minutes après l'explosion. Le complexe chimique, à l'origine de l'accident, se trouve à droite, à environ 150 mètres. Il n'en reste rien. Sur la rocade, des automobilistes errent, hagards et hébétés. Ils commencent à réaliser ce qui vient de leur arriver. On a eu un grand boom, regardez sur la tapée de la voiture, comme une bombe qui a explosé là-bas. C'était là-bas que ça s'est passé ?
Ma fille conduisait, elle a essayé de garder la maîtrise du véhicule, on se met c'est un accident, incroyable, d'un coup comme ça. On roulait puis c'est une explosion, c'est tout, on a entendu une grosse explosion et puis voilà. Nous passons d'abord devant la Société nationale des poudres et explosifs. Il y a des blessés, mais l'explosion n'est pas venue de là. Le spectacle de dévastation nous attend un peu plus loin, sur le site dit de la Grande Paroisse. C'est un complexe pétrochimique déjà ancien et dont la présence aux portes de la ville est dénoncée depuis longtemps. On y fabrique des engrais à partir d'ammoniac. D'habitude, 200 à 300 personnes travaillent à cet endroit dont il ne reste absolument rien. Des bâtiments de béton ont volé en éclats, des voitures, des wagons et des camions ont été déformés par le souffle de l'explosion. Dans Toulouse même, il ne reste guère de vitrage dans un rayon estimé entre 3 et 5 km. Le bilan de cette catastrophe sera très lourd. Et donc on voit les destructions, on voit les gens blessés. Et pour moi, c'est la première fois que je suis confrontée à un événement qu'on peut qualifier de catastrophique et qui sera marquant pour la ville et qui va aussi changer beaucoup de choses. Je pars avec ce souvenir qui reste et je continue mes études d'histoire de l'art avec ce souvenir, comme il est resté probablement gravé chez d'autres, ou comme des gens qui vivent des événements, l'incendie de leur maison, enfin voilà, quelque chose qui est vraiment marquant, voilà, qui touche. Exactement. Et c'est généralement des choses qui restent et qui restent quelque part dans la tête. Donc voilà, donc je fais mes études d'histoire de l'art et puis je me retrouve à travailler avec Françoise Collange qui travaillait au musée Paul Dupuy de Toulouse et que je rencontre dans le cadre de mon stage à la DRAC Midi-Pyrénées à l'époque. Que fait Françoise Collange à ce moment-là ? Alors Françoise Collange, elle est attachée de conservation au musée Paul Dupuy, qui est un musée d'art décoratif. Et alors, il y a le musée Paul Dupuy et Georges Laby, où là, on est plutôt sur les antiquités égyptiennes et art oriental. Et elle fait une reprise d'études. On se retrouve en stage toutes les deux à la DRAC. On sympathise. Et elle m'explique qu'elle vient de créer avec Jocelyne Deschaux une section du Bouclier Bleu, une section locale qui s'appelle la section Pigarmed du Bouclier Bleu. Alors qu'est-ce que le Bouclier Bleu ? Je le découvre à ce moment-là, en 2005, et moi je suis vraiment encore un petit poussin. Je travaille, je finis mes études, je découvre tout ça. Je suis à Toulouse. On a tous en tête ces événements qui se sont produits quelques années en arrière, mais pas si longtemps avant. C'est encore dans la mémoire collective. Et donc, il me semble que ça apparaît d'être une évidence de travailler sur la protection du patrimoine en temps de crise. On est tous professionnels du patrimoine, on travaille au quotidien pour le transmettre aux générations futures et pour assurer toutes ces missions de conservation. Et puis, in fine, on n'est pas à l'abri d'un événement, d'une catastrophe. Et puis, les restaurateurs sont bien placés pour le savoir. Anticiper. Exactement. Et donc, c'est devenu pour moi une évidence de réveiller quelque chose. Exactement. Et puis même, je pense que même en dehors de ça, alors je plaide pas pour ma paroisse aujourd'hui en tant que présidente du Bouclier Bleu France, ça semble aussi une évidence que on travaille tous aussi pour la protection du patrimoine. Quand il se passe quelque chose, on se retrouve tous mobilisés. Et Notre-Dame l'a rappelé, on s'est tous sentis concernés, quel que soit le poste, le domaine qu'on occupait. Et même si on n'était même pas un professionnel de la culture, on se sent concerné par le sujet. Alors Jocelyne Deschaux, à l'époque, elle était directrice de la médiathèque de Toulouse. Elle est conservatrice de bibliothèque. Elle est très engagée depuis la création du Bouclier Bleu dans ses actions. Elle a participé en 2005 à la création de cette section locale avec Françoise Collange, qui ont été très investis et qui ont rassemblé beaucoup de gens autour d'elle. Et puis petit à petit, elle a continué à développer ce réseau et a pris la suite ensuite de Christophe Jacobs comme présidente du Bouclier Bleu France juste avant moi. Et alors du coup, avec les dates, si je me trompe pas niveau chronologie, vous parlez donc d'une section locale, mais à ce moment-là, en France, on n'a pas... Alors le Bouclier Bleu est créé en 2001. Ah si, oui, un petit peu avant, ouais. C'est ça, c'est tout frais en fait. Voilà, donc c'est la première section qui émerge, donc le Bouclier Bleu France qui s'appelait le Comité français du Bouclier Bleu est créé en 2001 officiellement. Et puis ensuite la première section locale, c'est la section Pigarmed. Alors Pigarmed, c'est un peu bizarre, mais c'est Pyrénées, Garonne, Méditerranée, et c'était avant le redécoupage géographique actuel. Donc on a conservé l'appellation, mais Pygmalion, ça. Ouais,
Alors moi, je suis devenue membre. J'ai suivi de loin ce que faisait Françoise Collange parce que c'était ma responsable quand elle m'a embauchée ensuite au musée Georges Dupuy. Donc je voyais ce qu'elle faisait et puis je l'aidais aussi pour faire la mise en place des exercices, etc. Et puis j'ai adhéré en 2006 ou 2007, donc vraiment dans la foulée. Alors j'étais régisseuse à la base, parce qu'à l'époque les formations de régisseur n'existaient pas. En fait j'ai l'impression là que je suis vieille tout en parlant, parce que là je vais vous faire une petite chronologie de mon parcours et les choses ont beaucoup changé depuis. Mais c'est intéressant de voir justement comment on arrive sur ce type de poste et de métier. Alors j'ai fait des études donc à Toulouse en histoire de l'art, donc j'ai une maîtrise d'histoire de l'art en option 19e et en Gender Studies. J'ai fait partie de la première promo qui avait été créée à l'université de Toulouse sur ce sujet, qui est évidemment toujours d'actualité aujourd'hui, mais ça avait été une révélation personnelle. Et ensuite, je suis partie à l'école du Louvre pour passer le diplôme qui s'appelait le diplôme spécial de muséologie de l'école du Louvre. Donc tout ça a changé, maîtrise ça n'existe plus, le diplôme spécial de l'école du Louvre n'existe plus aussi. C'est bien de faire vivre aussi justement ces expériences. Voilà, donc muséologie, et là c'est la révélation. J'assiste au cours de Roland May sur la conservation préventive et je me dis mais c'est ça que je veux faire, travailler sur tout l'environnement, toute la pratique et tout ce qui permet de maintenir des conditions de conservation satisfaisantes pour pérenniser l'existence des œuvres qui nous sont confiées, pour leur transmission aux générations futures. Donc ça c'est vraiment on va dire la définition un peu standard. Mais pour nous, ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que la conservation préventive, c'est vouloir atteindre un idéal en faisant de notre mieux. C'est-à-dire que c'est un idéal qu'on n'atteindra jamais, parce qu'on n'a pas les moyens financiers, les ressources humaines nécessaires pour pouvoir le mettre en œuvre. On n'est pas, enfin, nous, nos établissements, les établissements qu'on suit ne sont pas tous le Louvre, ni le musée d'Orsay. De grands établissements nationaux qui ont les moyens de faire de la conservation préventive dans de bonnes conditions, et même si c'est parfois aussi compliqué pour eux, mais on voit sur le terrain de grandes disparités et tout le monde a envie de bien faire, et je pense que la conservation préventive c'est d'abord ça, c'est avoir envie de bien faire les choses et de vouloir bien conserver le bon sens, comme on se dit souvent, c'est le BSP, le bon sens paysan, qui prime, voilà, sur tout un tas de théories et de dogmes qui parfois aussi éloignent et peuvent créer aussi des problématiques, alors même que avant il y en avait pas. Le BSP, ça marche pour préventif aussi, c'est très bien. Voilà. J'aime beaucoup poser cette question dans le podcast, justement, mais d'un point de vue personnel, qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais professionnel de la conservation-restauration ? Pour moi, je pense qu'un bon professionnel de la conservation préventive, et ça, on nous l'a inculqué au master de conservation préventive, donc ça a fait le lien en plus avec le parcours, donc ça, c'est le dernier master que j'ai passé, qui a été un master professionnel. Donc j'étais déjà régisseuse à l'époque, à Toulouse. Et j'ai senti qu'il me manquait des choses dans mon métier. Et donc j'ai souhaité faire ce master de conservation préventive, qui était le seul master, et c'est toujours d'ailleurs le seul master qui existe à ce jour, qui soit spécialisé sur ces questions-là, pour pouvoir disposer de toute la connaissance et l'information pour être autonome dans mon métier. Et c'est là que j'ai rencontré l'ensemble des professionnels, conservateurs, architectes, etc. Et en fait, pour moi, qu'est-ce que c'est un bon préventeur, une bonne préventeuse, ou un bon professionnel de la conservation préventive? C'est quelqu'un qui sait parler aux autres et qui sait travailler en équipe. Parce qu'en fait, ce qu'on a compris tous ceux qui sont passés par ce master de conservation préventive, c'est que on aura beau faire toutes les études possibles, on a fait de la chimie, on a fait de la physique, on a connaissance des dégradations des matériaux de manière beaucoup plus partielle que vous, les conservateurs restaurateurs, sur le sujet qui est le vôtre, mais on est des grands généralistes, c'est-à-dire qu'on touche un peu tous les domaines sans en être les spécialistes. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir s'entourer des connaissances de spécialistes quand on a besoin. Et à mon sens, un bon préventeur, spécialiste de conservation préventiste, c'est quelqu'un qui sait parler avec les autres, qui a la capacité à travailler en équipe et qui a la capacité d'écouter ce que disent aussi les collègues pour faire un bon travail. Voilà, pour moi, ce que c'est là. C'est un beau message, et puis ça va tout à fait dans le concept associatif, en plus ça fait totalement sens.
Alors le C2RMF, donc c'est le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Il y a 3 départements, le département de la recherche, le département de la restauration et le département de la conservation préventive. On est situé sur 3 sites. Il y a le site de Flore, que les auditeurs de conservation-restauration doivent connaître parce que c'est là où se trouvent les ateliers de restauration. Le site de Carousel, qui se trouve dans les sous-sols de l'école du Louvre, enfin qui se trouve, c'est pas vraiment les sous-sols de l'école du Louvre, mais qui se trouve dans l'emprise du palais du Louvre, mais en sous-sol. Et le site de Versailles pour les ateliers de restauration, où là on va plutôt avoir les grands formats. Et donc les missions qui sont les nôtres, au sein du département de la conservation préventive, il y en a 2, c'est-à-dire qu'il y a 2 services. Il y a le service de la régie qui s'occupe de l'ensemble des œuvres qui sont accueillies au C2RMF pour de la recherche ou de la restauration. Donc là, il y a une équipe de régisseurs et d'installateurs-monteurs qui gèrent tous ces mouvements d'œuvres et leur conservation. Et une autre équipe qui est l'équipe mission à laquelle j'appartiens et qui est là pour répondre aux demandes de nos collègues des 1220 musées de France. C'est ce qu'on mentionne un petit peu en début justement. Pour les musées, nous on répond donc soit à des demandes qui vont passer par ce qu'on appelle un guichet, qui est le guichet Oscar. C'est-à-dire que tous les établissements qui nous sollicitent doivent passer par ce fameux guichet que certains d'entre vous connaissent, qui sera probablement un jour rénové, je vous rassure, pour ceux qui le subissent de temps en temps. Oh, il s'agit d'une simple formalité administrative. C'est ça. C'est à quel sujet? Nous désirons obtenir le laissez-passer A38. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Ici, à côté? Non, ça c'est le guichet 8. Que désirent ces messieurs, mon ami? Nous cherchons le guichet 2. Le guichet 2. Voyons, où l'ont-ils mis celui-là? La dernière fois qu'on l'a vu, monsieur le préfet, il était au 3e étage, couloir B, porte 6, monsieur le préfet. Eh bien, vous voilà renseigné, messieurs. Vous voyez qu'il n'y a pas de raison de s'énerver. Mais qui est très pratique parce qu'il permet de faire des statistiques sur les demandes, et c'est aussi ce qui nous a permis, quand moi je suis arrivée en 2018 avec mon collègue Jocelyn Perilla, de faire des analyses statistiques des données de ces demandes pour voir ce qui manquait et pour voir là où étaient les besoins en fait. Ce que Oscar nous a permis de mettre en évidence, c'est qu'il y avait des trous sur le climat. Les musées nous sollicitaient beaucoup sur les problématiques climatiques. Dysfonctionnement d'équipements, problématiques d'analyse du climat, etc. Et les plans de sauvegarde. Donc, c'est à travers ces analyses de données scientifiques qu'on a aussi souhaité développer la politique du département de la conservation préventive. Donc, même si c'est très pénible de remplir des formulaires, sachez derrière que c'est exploité et que ça nous permet aussi de pouvoir voir en fait ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour améliorer un peu à la fois l'aide et l'accompagnement du service public, et aussi répondre au mieux, affiner les outils, rédiger des fiches qui soient en adéquation avec les besoins, enfin voilà. Effectivement, c'est jamais la même journée. Dans les choses qui sont, on va dire, le fil rouge de ma fiche de poste et pour lesquelles je travaille au C2RMF, il y a ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique. Donc ça, c'est une obligation dans notre service et pour d'autres départements du C2RMF. Pour nous, c'est l'instruction des PSC, les projets scientifiques et culturels des musées, où on doit s'assurer que les aspects de conservation préventive ont bien été pris en compte dans ces projets scientifiques et culturels, qu'il y a une programmation financière, etc., au même titre que la restauration. Donc ça, c'est notre travail pour les plans de sauvegarde. Et puis ensuite, on a toutes les commissions scientifiques régionales avec les DRAC, où tous les demandes de subventions qui ont trait à des questions de conservation préventive sont examinées et instruites par notre département. Donc ça, on connaît les dates de ces commissions scientifiques régionales. Et là, on instruit chacun des dossiers sur ces sujets-là. Donc ça, on va dire que c'est le travail un peu fil rouge. Mais c'est absolument pas la masse de travail qu'on a au quotidien.
Au quotidien, on va avoir donc tout ce qui relève de l'accompagnement des établissements, donc que ce soit par les demandes ou que ce soit par les travaux d'accompagnement que nous on pilote, et puis tous les programmes de recherche auxquels on participe pour la conservation préventive. Donc c'est plein de choses, beaucoup de rencontres, de déplacements, de missions. C'est très riche. On s'ennuie pas. Parfois c'est too much, on se plaint, mais on est hyper contents tous de faire partie de ce département. Si quelqu'un souhaitait faire un poste similaire au vôtre, qu'est-ce que vous lui recommanderiez ? D'être souple, de toujours se préparer à être surpris par les demandes parfois qui sont faites, d'avoir du temps à consacrer aux gens, ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que les gens qui nous sollicitent, souvent ont besoin d'une information, ont une demande, font une demande. Et nous, on est là pour y répondre. Et on a tous à cœur de répondre du mieux possible à des gens qu'on considère comme étant nos collègues et à qui, les services du C2RMF sont gratuits. On est là pour apporter un soutien gratuitement à nos collègues. Donc on a tout ça en tête et on essaie de le faire du mieux possible. Et notre travail s'arrête à ce que font ensuite nos collègues libéraux. C'est-à-dire qu'on va pas non plus marcher sur les plates-bandes des collègues préventeurs, préventeuses ou des collègues conservateurs, conservatrices. C'est-à-dire que on va faire un primo-diagnostic et ensuite on aidera nos collègues à rédiger un cahier des charges pour faire appel à soit des conservateurs, restaurateurs, soit des préventeurs, préventeuses. Donc ça peut se faire en libéral aussi comme profession dans un sens, c'est un peu différent. Mais... Exactement, c'est-à-dire que moi avant de travailler au C2RMF, j'ai été à mon compte pendant 2 ans, donc en tant que libéral, où je répondais à des marchés publics pour du réaménagement de réserve, des chantiers de collection, du déménagement, etc. Donc ça c'est vraiment le travail du préventeur, de la préventeuse. Et nous, notre travail, soit il répond à une question ponctuelle qui nécessite pas de solliciter une prestation de préventeur-préventeuse, soit, si c'est des grosses missions, nous, on fait le diagnostic qui permet ensuite de déclencher une assistance à maîtrise d'ouvrage, par exemple. Alors j'aime bien aussi poser des questions avec une réponse un peu spontanée, justement, pour voir ce que vous avez gagné comme esprit sur le terrain. Si vous deviez convaincre d'abord le gouvernement que le patrimoine est le ministère dans lequel il faut à tout prix investir le plus, qu'est-ce que vous diriez comme argument ? Et autre option, vous choisissez l'une ou l'autre, c'est expliquer à Mr Bean qu'il ne peut pas être conservateur préventif et lui expliquer avec diplomatie. Vous pouvez choisir, puis prendre le temps de répondre. Alors est-ce que je suis obligée de choisir les deux ou je peux répondre aux deux ? Ah ok. Alors du coup, s'il fallait répondre à Mr Bean, parce que si je dois en choisir une, c'est celle-ci qui m'interpelle le plus parce qu'elle est drôle et c'est plutôt rigolo. Alors je lui dirais qu'il pourrait être préventeuse parce qu'on sait qu'il apprécie l'art, notamment Madame Tussaud, mais que effectivement on peut pas s'improviser professionnel du patrimoine. Et qu'on est tous passés par une formation qui nous a probablement tous passionnés pour devenir ce que nous sommes tous aujourd'hui. Donc j'inviterai Mr Bean à nous rejoindre et on serait très heureux de l'accueillir parmi nous parce qu'en plus je pense qu'on rigolerait bien, qui permettrait aussi de lier les travail et rigolade qui ne sont pas incompatibles et puis de faire une des formations qui sont proposées en France et qui sont quand même des formations de qualité, exigeantes et qui permettent d'avoir des professionnels reconnus et parfaitement experts de leur domaine. Et puis si jamais le temps est passé pour lui de passer un diplôme, il pourrait éventuellement rejoindre les volontaires du bouclier bleu. Alors oui, bien sûr, et c'est toujours pareil, il faudrait qu'il soit formé pour pouvoir intégrer la réserve et on serait tout à fait heureux qu'il vienne divertir et soutenir les troupes du bouclier bleu France. Parfait. Une dernière petite question sur ce ton. Est-ce qu'il y a quelque chose à propos de vous, personnel, qui peut être surprenant venant de quelqu'un qui travaille dans la conservation du patrimoine ? Alors je parle la langue de gueux et de feu que personne ne comprend et que j'ai développée au collège pour parler de manière codée avec une copine que j'ai transmise à ma fille, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà pratiqué. Peu feu ta fête, refeu que feu vous fou confond, prefeu fait ce que je feu dit fi, afin que tu fus fait le feu m'enfant. Je peux aussi vous la faire en gueux.
peu de gueux t'es d'être gueux de que de gueux, vous goudou condon pour gueux de néguédé ce gueux de je gueux de digidi. Ça fait la Mister B. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'on a des choses à partager tous les deux. C'est génial, j'entends beaucoup le mot feu arriver. Voilà, peut-être qu'il y avait effectivement, maintenant que vous le dites, il y avait peut-être déjà encore une fois, quelque chose prédestiné. Prédestiné. Non mais comme quoi les vocations viennent par des voies mystérieuses. Super. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on clôture cet épisode ? Évidemment que j'invite tous les auditeurs à nous rejoindre au Bouclier Bleu, à faire connaître les actions de l'association, qu'on est aussi en lien avec les autres associations auxquelles ils doivent aussi probablement adhérer, qui est la Fédération des conservateurs-restaurateurs, l'Association française sur les risques naturels. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de travailler dans une dimension de partage. Je pense que ça s'entend à peu près à tous les niveaux, que ce soit des niveaux, des niveaux professionnels locaux, ou dans le cadre du réseau. Enfin voilà, on est tous en quête de travailler ensemble. Et on le répète jamais assez, mais l'union fait la force. Donc une fois de plus, je vous invite à nous rejoindre et à faire en sorte que les actions qu'on soutient a priori tous deviennent effectivement plus visibles par le grand public et par nos collègues. Bel argument pour le gouvernement, justement. On l'espère. Merci pour ce mot de la fin et à très bientôt, Marie. À très bientôt, Ségolène, et merci pour l'invitation. Pour information, le podcast est à présent disponible sur Spotify, mais vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube afin d'interagir dans les commentaires. Si vous appréciez le podcast Art à Cœur, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon. Ça permettra par exemple d'acheter un deuxième micro afin d'avoir une qualité son optimale pour les deux voix. Un grand merci de votre écoute et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode.